C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, la polémique des caméras, c'est comme cela qu'on pourrait l'appeler, fait la une de tous les quotidiens israéliens. Après que le projet de loi déposé par le Likoud ait été voté hier en Conseil des ministres en dépit de l'opposition véhémente du conseiller juridique du gouvernement Mendelblit, qui a fait une apparition rarissime ces dernières semaines pourtant à la table du gouvernement pour tenter d'expliquer aux ministres cette opposition. Désormais, comme l'indique le Israël Hayom, le projet de loi visant à autoriser l'installation de caméras va être présenté, et cela dans les bureaux de vote, va être présenté dès aujourd'hui en première lecture. Il devrait être validé mercredi grâce à une procédure d'urgence qui va lui permettre donc d'entrer en vigueur dès ces élections, c'est-à-dire dans 8 jours à peine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le vote de la loi par le gouvernement était indispensable et que certains préféraient pouvoir continuer à falsifier les résultats tranquillement. Nous ne le permettrons pas, a dit M. Netanyahou. Le Israël Hayom et l'ensemble des quotidiens et médias israéliens soulignent que le débat hier en Conseil des ministres a été particulièrement houleux. Certains ministres ont laissé échapper leur colère et même leur frustration face à la position du conseiller juridique Mendelblit, qui d'ailleurs s'est assis, on l'a vu, relativement loin du Premier ministre. C'est, il faut le souligner, Netanyahou lui-même qui a mis fin aux attaques verbales de certains de ses ministres contre le conseiller juridique du gouvernement. Le Haaretz souligne que Avichai Mendelblit n'est pas le seul conseiller à s'opposer à cette loi sur l'installation des caméras dans les bureaux de vote, puisque même le conseiller juridique de la Knesset considère qu'un tel projet de loi, dans la conjoncture actuelle, n'est pas constitutionnel et qu'il risque d'avantager le Likoud. Les deux conseillers se démarquent de la rapidité avec laquelle cette loi pourrait être votée. Même son de cloche de la part de l'ancien ministre de la Justice, Yossi Beilin, qui estime dans le Israël Hayom que l'installation de caméras dans les bureaux de vote est une manœuvre du Likoud visant à détourner la nature des prochaines élections. Tandis que Yossi Haddad, toujours dans le Israël Hayom, écrit un éditorial dans lequel il affirme que le secteur arabe israélien, qui est montré du doigt comme cautionnant d'une certaine manière des manipulations électorales, ne fera que sortir gagnant de l'installation de ces caméras. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette ce matin à un nouvel engagement pris hier par Benny Gantz à 8 jours des élections. Il n'y aura pas de rotation avec Benjamin Netanyahu, a dit le leader d'Israël Beitenu, a dit le leader du parti bleu-blanc, dont l'objectif est de conclure avec de futurs partenaires d'une coalition qu'il sera impossible au Premier ministre dans l'avenir de rester en fonction s'il est inculpé. Hier, en aparté, Benny Gantz a affirmé ou même a promis qu'il ne siégera pas aux côtés de Netanyahou tant que celui-ci fait l'objet de poursuites judiciaires. Mais ce matin, l'éditorial, on pourrait dire intéressant du Yediot Aharonot, c'est celui rédigé en première page par Nahum Barnea, la plus grande signature du journal, et ce depuis plusieurs décennies. Un Nahum Barnea qui s'en prend, on veut dire, avec hargne à ce qu'il appelle le Bibiton, le journal de Bibi, sous-entendu le Israël Hayom, qui est le grand rival, on le sait, du Yediot Aharonot dans la presse israélienne. Pour Barnea, qui bien entendu se considère comme un journaliste qui peut dire ce que bon lui semble, eh bien le Israël Hayom n'a jamais été un seul jour un véritable journal. Ce journal, écrit-il, a été financé à coups de millions ou de dizaines de millions de dollars par le couple Sheldon et Miriam Mendelsohn, qui sont des milliardaires qui ont investi leur argent pour défendre le couple Netanyahou. La logique, écrit-il, aurait voulu que Sarah Netanyahou se montre reconnaissante. Au lieu de cela, elle s'en est pris à Miriam Mendelsohn, l'accusant de tous les maux. Et selon le témoignage de Madame Mendelsohn elle-même dans le dossier 2000, celui des relations entre Benjamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses, ce que Barnea ne rappelle pas dans son éditorial, eh bien c'est le positionnement radicalement hostile à Benjamin Netanyahou de son journal, une hostilité tellement ferme et farouche qu'elle a contribué d'une certaine manière indirectement à la création du Israël Hayom. Un Israël Hayom qui poursuit d'ailleurs sa campagne d'information commune avec la chaîne i24 News. Hier, l'invité de la chaîne et du journal était Ayelet Shaked, la leader de Yemina, qui a mis en garde contre les intentions des formations de gauche d'empêcher la formation d'un gouvernement avec la présence des partis religieux et orthodoxes. Je suis persuadé, a déclaré Shaked, qu'elles seront sanctionnées pour une telle attitude. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec le Israël Hayom qui publie
publie les importantes conclusions de l'Agence internationale à l'énergie atomique qui a confirmé les accusations portées par Benyamin Netanyahou il y a un an à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, selon lesquelles la fabrique de tapis de Téhéran, qui est une fabrique de tapis de Téhéran, c'est bel et bien avéré être une usine liée au programme nucléaire iranien, puisque des traces d'uranium y ont été retrouvées lors de la visite de contrôle effectuée récemment par les inspecteurs de l'AIEA. Les quotidiens indiquent que le conseil de l'AIEA se réunit aujourd'hui pour débattre du rapport de ces contrôleurs qui étaient donc sur place et ont donc constaté les violations de Téhéran dans le dossier du nucléaire. Les quotidiens indiquent également qu'un des responsables du Hezbollah, Ali Hatoum, a été retrouvé mort dans son appartement à Beyrouth. Les forces libanaises ont ouvert une enquête selon l'une des chaînes de télévision libanaises. Il se serait suicidé d'une balle dans la tête. Selon d'autres sources, il pourrait s'agir d'une élimination sommaire interne qui n'est pas liée au conflit avec l'État d'Israël. Au cours des 2 dernières années, Ali Hatoum n'occupait aucune fonction de responsabilité importante au sein du Hezbollah. Les sites d'information israéliens se font l'écho depuis hier d'une violente agression dont ont été victimes des étudiants israéliens qui participent à un semestre d'été dans la faculté de droit de Varsovie. Ils ont été agressés apparemment par des Arabes qui les ont identifiés comme israéliens. Ils nous ont demandé si nous étions israéliens et ensuite nous ont rué de coups, ont déclaré les étudiants dont certains ont été très sérieusement frappés et touchés au visage. Et puis ce matin, tous les quotidiens israéliens annoncent la disparition d'Israël Kessar, qui fut le mythique secrétaire général de la Histadrout, la grande centrale syndicale, lorsque celle-ci était encore toute puissante dans la défense des travailleurs israéliens. Il avait été l'artisan du plan de réforme économique qui avait sauvé l'économie israélienne dans le milieu des années 50 après une inflation galopante et avait également été pendant 4 ans ministre des Transports dans le gouvernement d'Yitzhak Rabin. Israël Kessar était d'origine yéménite. Il avait été très jeune, le très proche conseiller de David Ben Gurion. 2 titres plus décontractés ce matin dans le Yediot Aharonot pour terminer cette revue de la presse. Le premier se trouve en dernière page du journal. Il s'agit d'une soirée anniversaire organisée par le magazine L'Aïcha, un magazine pour les femmes qui dépend du Yediot Aharonot et qui a célébré hier 70 ans du concours de Miss Israël. Et à cette occasion, 7 Miss Israël représentant les 7 décennies passées étaient présentes. Leur photo est donc en dernière page du journal. Et puis le supplément quotidien du Yediot Aharonot a eu ce matin une idée assez originale que certains pourraient considérer comme plutôt saugrenu même. Il est allé chercher les couples israéliens qui se sont mariés il y a 20 ans à une date assez marquante puisqu'il s'agissait alors du 9/9/99, le 9 septembre 1999. Le journal nous montre les photos des mariages de 6 couples israéliens qui avaient choisi cette date, quitte à payer bien plus cher leur salle de mariage. Eh bien, pas de surprise, parmi ces 6 couples, eh bien, certains ont rejoint le clan important des divorcés, comme la chanteuse Dana Berger, qui s'est mariée ce jour-là et a divorcé 1 an plus tard. Mais on peut dire que dans l'ensemble, eh bien, ces couples sont toujours unis et qu'ils se souviennent avec une certaine nostalgie de l'importance qu'avait eu cette date à l'époque pour eux. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.